Madame Docteur Professeur Ebtahel Younis, vous êtes professeure de civilisation à l'Université du Caire. Bonjour et bienvenue avec nous. C'est un plaisir de vous avoir et un plaisir de nous permettre de nous plonger dans votre monde. Commençons tout de suite par votre formation. Moi j'étais au lycée français de Bab el-Lou, qui est le plus ancien lycée en Égypte, par période parce que mon père étant diplomate, donc j'étais d'abord au lycée, ensuite en France, ensuite au lycée, ensuite en Autriche, et puis je suis revenue à l'âge de 14 ans, ou 13 ans, je ne me rappelle plus, au lycée de Bab el-Lou, où j'ai obtenu mon baccalauréat en 1974. Par la suite, vous avez fait les lettres françaises. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était votre pourcentage au bac ou c'était votre choix? Non, j'ai décidé de faire ce département de français depuis que j'étais en première année primaire. Parce que c'était la carrière de mon père. Mon père était la seconde promotion sortie du département de français de l'Université du Caire, c'était en 1936. Et j'ai voulu suivre sa carrière. Deuxièmement, ça n'a rien à voir avec le pourcentage, parce que j'avais un pourcentage qui me permettait de faire Sciences Po, information, tout ce que vous voulez. J'avais 84% à cette époque, c'était beaucoup. Hein. Sciences Po prenait 80 ou 81. Non, c'est un choix de plein gré depuis ma première enfance. Donc ça s'est bien passé et vous avez choisi d'être prof de civilisation. Et comment ça se fait que vous avez choisi tout précisément la civilisation? J'ai choisi de me spécialiser d'abord en civilisation parce que je suis fascinée par l'histoire. D'ailleurs, au bac, j'ai eu la plus haute note de l'école en histoire. Et que l'histoire est une partie de la civilisation. Également, l'art est une partie de la civilisation. L'idéologie, hein, donc histoire, idéologie, politique, art, et comment ceci se reflète en littérature, si vous voulez. J'ai toujours été fascinée par ce domaine. Donc, quand j'ai été nommée assistante en 1978, on m'a dit que le département manque de personnel dans deux branches, linguistique et civilisation. Et je crois que j'étais la première parce que jusqu'à 87-88, c'était des Français qui enseignaient la civilisation. Donc, je trouvais que c'était un domaine pas très étudié et qui me fascinait. Donc j'ai choisi de me spécialiser dans ce domaine. En fait, ceci nous emmène à un débat qui se déroule ici en Égypte. Il y a des professeurs éminents comme vous et vos collègues, et cependant tout le monde se plaint de la décadence de l'enseignement. Comment analysez-vous ce paradoxe? Le problème, c'est que tout le système d'enseignement en Égypte est à remettre en question. Le problème, ce n'est pas à l'université, parce qu'à l'université où nous enseignons, les jeunes qui arrivent ont entre 16 et 18 ans, ils sont déjà formés. Pour faire une réforme de l'enseignement, il faut commencer par le primaire. Et tant que l'enseignement est faible en Égypte, le système même qui est basé sur apprendre par cœur, ne pas réfléchir, etc., c'est lamentable. Donc on ne pourra jamais avoir de bons éléments à l'université. Bien sûr, on en a de temps en temps, mais c'est toujours par des efforts personnels et individuels. Donc, la réforme doit venir de la base. Tant que la base est faible, on ne pourra pas avoir des études supérieures plus élevées. Et à votre avis, comment remédier à ce problème? Puisqu'on doit travailler avec les tout-petits dès le début, donc c'est difficile quand même. Comment faire? Premièrement, il ne s'agit pas de copier un système de l'étranger et de l'appliquer tel qu'il soit en Égypte, parce qu'il y a chaque pays a ses propres cas spéciaux, si vous voulez. Tant que le système de l'enseignement est basé sur le bourrage de cerveau, apprendre par cœur et le jeter sur la feuille d'examen à la fin et ne pas comprendre. Tant qu'on ne donne pas l'initiative à l'élève, qu'est-ce qu'il pense, quels sont ses talents, etc.,
on ne pourra jamais rien faire. Écoutez, je vais vous donner un exemple de civilisation. Vous savez que la Révolution française a éclaté en 1789. Elle n'a réussi à baser ses principes qu'un siècle plus tard, parce qu'on ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait, jusqu'à ce qu'on ait découvert le mot magique, l'enseignement, l'enseignement, l'enseignement. Deuxièmement, ici en Égypte, on dit que l'enseignement est obligatoire. Il y a 60% des élèves qui ne vont pas à l'école. Donc on ne prend pas sérieusement. Je me rappelle, il y a 5 ou 6 ans, une femme anglaise a reçu 6 mois de prison parce que ses enfants ne sont pas allés à l'école. Donc on laisse aller. Dans les écoles, le plus important, c'est le résultat. Donc vous avez jusqu'en préparatoire des garçons et des filles qui ne savent pas lire et écrire. Mais on les fait réussir pour que l'image soit... Bon, vous savez. Donc c'est pas sérieux. C'est vrai qu'à chaque fois que l'on s'adresse à un responsable, tout le monde l'admet, tout le monde l'avoue qu'on a un problème au niveau de l'enseignement et c'est toujours à partir de la base que l'on doit commencer. Est-ce un problème de fond ou un problème de volonté à votre avis? Les deux. Même en France, vous dites que l'enseignement est sélectif et cependant, ils se plaignent quand même que c'est un peu old-fashioned, si on peut le dire. Ce n'est pas vraiment mis à jour à l'instar d'autres enseignements tels que l'enseignement canadien ou américain. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette hypothèse? Je ne suis pas d'accord que le système d'enseignement français soit plus mauvais que celui des Américains. D'accord? Et d'ailleurs, on fait des réformes. J'ai une étudiante qui a écrit une thèse avec moi sur les différentes réformes de l'enseignement en France, depuis la loi Ferry de l'enseignement primaire obligatoire, gratuit et laïque. Il y a des réformes, on essaie. Quelles que soient les lacunes, c'est beaucoup mieux que chez nous. Vous voyez ce que je veux dire? Durant la dernière tournée du chef de l'État en Asie, plusieurs accords ont été conclus avec le Japon de manière à pouvoir expédier et accorder des bourses aux étudiants et aux élèves, un effectif de 2500 élèves et étudiants par an. Est-ce que vous trouvez que ceci pourrait remédier au problème? Non, je ne pense pas. Parce que nous avons des bourses, des boursiers qui partent partout dans le monde. Mais c'est toujours au niveau universitaire. Moi, je parle de la base. Est-ce que vous allez envoyer des enfants de 6 et 8 ans à l'étranger? Donc c'est à partir de cet âge que vous voulez que ça change? Le primaire. Il faut remédier au primaire. C'est trop tard quand j'envoie quelqu'un qui a 18 ans. J'ai suivi récemment un entretien accordé par Dr Ahmad Zouil, le grand Nobel de la science, et il a parlé d'une période extraordinaire, celle de sa période universitaire en Égypte, où il y avait énormément de moyens accordés à l'étudiant universitaire, et il parlait d'un temps surprenant. Mais comment est venue la décadence d'après vous? La décadence, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs phénomènes. D'abord, le surpeuplement des universités. Dans aucun pays du monde, tous ceux qui ont le baccalauréat font l'université. Ce n'est pas possible. Moi, je ne suis pas contre la gratuité, attention. Mais on ne peut pas prendre toutes les personnes qui ont obtenu un baccalauréat et les mettre dans les universités. Ce n'est plus une université avec un grand nombre comme ça. Deuxièmement, on confond entre l'université et l'école. Une université, c'est premièrement une bibliothèque où on envoie les étudiants lire. Il n'y a pas de livre au programme. Kitab Muqarrar, comme on dit. C'est pas possible, c'est pas une université. L'université, à sa base, a été créée pour former un intellectuel. Aujourd'hui, c'est un moyen d'obtenir un bout de papier qui s'appelle licence et qui ne vaut plus rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et il faut faire réussir pour que le résultat soit joli. D'accord? Donc déjà, en France, par exemple, le baccalauréat est une phase qui se termine. Maintenant, vous voulez faire une école de médecine, vous voulez faire... Il y a un examen d'admission. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui a 99% au baccalauréat, alors forcément, il fait médecine. Il peut ne pas être doué pour la médecine. Tandis que quelqu'un qui a 70% est doué pour la médecine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut réformer cette histoire de baccalauréat et pourcentage pour les différentes facultés. Chaque faculté doit faire un examen d'admission pour voir si cette personne, quelles que soient ses notes, est douée pour ce domaine ou non. Vous voyez ce que je veux dire? Troisièmement, le nombre, le laisser aller total, d'accord?
Vous imaginez des facultés comme la faculté de commerce ou de droit, où il y a 3 000, 4 000, 5 000 étudiants par promotion. Ce n'est pas possible. Ça s'appelle le garage. Le garage, ce n'est pas possible. Moi, l'étudiant universitaire doit aller à la bibliothèque, lire. Vous voyez ce que je veux dire? Au début de chaque cours, il a une bibliographie et il va lui-même se former en lisant pour faire un bon exposé. Vous comprenez ce que je veux dire? Or, nous avons un livre programme qu'ils apprennent. Alors, quelle est la différence maintenant entre l'université et l'école? Aucune. Et chacun est fermé dans son domaine. Vous voyez, ce n'est plus un intellectuel, mais c'est quelqu'un qui est spécialiste d'un point et qui ne sort pas, qui ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans les autres domaines. Vous ne voulez pas remettre en cause la gratuité. Cependant, il y a quand même un jugement de la part de la société, une question idéologique. Donc, est-ce qu'on pourrait pointer du doigt la gratuité ou la façon de voir les choses par la société? Non, je ne pense pas que ce soit la gratuité, parce que d'autres pays aussi, c'est gratuit l'université. Oui, en France, c'est... Par exemple, mais je vous dis, il y a un examen d'admission pour chaque faculté, basé sur en quoi est spécialisée cette université. Est-ce que cette personne qui a son baccalauréat est capable de suivre des cours dans ce domaine ou non? Donc ce n'est pas la gratuité. C'est vraiment la mauvaise orientation, le pourcentage, comme on dit en arabe, ce n'est pas la peine d'avoir une si bonne note et de la laisser comme ça pour aller dans une faculté qui prend moins, comme ça m'est arrivé quand j'ai eu le bac, tout le monde était furieux, mais vous avez un haut pourcentage, comment se fait-il que tu vas aller à la faculté de lettres? Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, il y a toute une mentalité, comme si on n'est pas quelqu'un de bien, sauf si on fait médecine et polytechnique. Résultat, nous avons des milliers d'ingénieurs qui n'ont pas de travail, des milliers de médecins qui n'ont pas de travail, vous voyez ce que je veux dire? Et on ignore totalement tout ce qui est technique, hein? Tout ce qui est technicien, tout ce qui est travaux manuels. Pourquoi les regarder du haut de sa grandeur? Ce sont des métiers. Est-ce que vous pouvez vous passer d'un plombier? C'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi la regarder avec mépris? C'est vrai qu'on ne peut pas se passer d'un plombier, mais à vrai dire, beaucoup de familles n'accepteraient pas d'avoir comme prétendant un plombier. Oui, mais vous savez le résultat, ce qui se passe aujourd'hui, il y a des gens qui ont des diplômes universitaires qui les mettent dans un tiroir et qui travaillent comme plombier, comme carrelage, etc. Parce que ça gagne plus. Et là, les familles acceptent. À présent, j'aimerais aborder une autre cause avec vous, celle de la discrimination éducative ou de l'enseignement. On a l'enseignement international, par la suite il y a eu des universités privées, des universités étrangères, des familles qui envoient leurs enfants à l'étranger. Est-ce que ceci pourrait causer une certaine discrimination au niveau du marché du travail? Assez problématique. Bon, il y a deux points ici. Certaines universités privées sont le refuge des fils des riches, des enfants des riches qui n'ont pas obtenu un pourcentage. Donc là, le niveau est aussi lamentable que le nôtre. D'autres universités, enfin le bac français ou le JCI et tout ça, les parents veulent vraiment que leurs enfants obtiennent un bon enseignement. Et ce n'est pas seulement les riches, je connais des familles qui économisent toute l'année, qui essayent de tout leur possible pour payer à leurs enfants une bonne éducation et qui, s'ils obtiennent une bourse à l'étranger, vont à l'étranger. Ceci est dû que même les Égyptiens ont perdu confiance dans le système d'enseignement égyptien, qui n'était pas comme ça. Je vais vous donner un petit exemple. Dans les années 30 du siècle passé, le baccalauréat égyptien, pas français, il y avait la matière de langue française. Il n'y avait pas un roman au programme. L'étudiant, l'élève, devait avoir lu toute la littérature française du XXe siècle et l'examen viendra sur un écrivain, au hasard. Il n'y avait pas un roman au programme où il passait l'examen. Ça, c'était le baccalauréat égyptien, dans les années 30 et 40. Vous voyez qu'est-ce qui se passe, hein? Quelle est la différence?
Donc moi, je ne peux pas blâmer les parents qui essayent de leur mieux d'offrir à leurs enfants une éducation meilleure. Docteur Ebtahel Younes, vous avez un contact étroit avec la nouvelle génération. Que pouvez-vous dire à propos de la jeunesse égyptienne? La jeunesse égyptienne, enfin d'après mon expérience, au moins dans notre département, il y a de bons éléments qui veulent apprendre si on leur tend la main. Ils font des efforts. Peut-être ce qu'on peut comparer, si vous voulez, comme me disait mon professeur français, notre génération avait un meilleur niveau de langue et de discipline, mais moins d'informations. La nouvelle génération a beaucoup plus d'informations que nous, mais le niveau de langue baisse, même en France. Hein. Il parlait de la France déjà, il ne parlait pas de l'Égypte. Ils ont d'autres intérêts, la jeunesse d'aujourd'hui, et il ne faut pas les blâmer. Hein. On doit voir qu'est-ce qui les intéresse. Qu'est-ce qui les intéresse? Ils ne sont plus intéressés par les méthodes traditionnelles qui les ennuient. Vous voyez? Il faut leur apprendre à discuter, à donner leurs avis, et ils veulent. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne sont pas tous mauvais, au contraire. Moi, je crois beaucoup en la jeunesse. Est-ce que vous trouvez qu'ils subissent une injustice? D'une certaine manière. Parce qu'on a tendance à généraliser. Oh, la nouvelle jeunesse, ils ne sont bons à rien, ils passent leur journée au café, enfin je ne sais pas quoi. Et qui a fait la révolution du 25 janvier? Ce n'était pas les jeunes? Et on découvre que les jeunes lisent. Surtout, vous allez être surprise, les gens en province. Les jeunes en province lisent plus que les gens du Caire. Parce qu'ils ont moins d'attraction. Donc, ils s'intéressent. Pourquoi ne pas les encourager? Pourquoi les décourager? Vous êtes nuls. Non, on ne commence pas par leur dire vous êtes nuls. Les jeunes lisent d'une autre manière, ils lisent plutôt sur Internet. Est-ce que vous trouvez que c'est suffisant? Parce qu'ils n'ont plus recours aux livres classiques. Ce n'est pas suffisant, mais il ne faut pas commencer par les décourager. Hein, nous avons, par exemple, au département, un groupe de lecture pour attirer les étudiants à lire et tout ça. Donc, on voit un petit peu qu'est-ce qui les intéresse. Ce n'est pas un examen qu'ils vont passer. Non, non, c'est un groupe de lecture des activités du département. Il y aura un prix pour la meilleure lecture et tout ça. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le Goncourt arabe. Les étudiants lisent et mettent des romans, proposent des romans pour gagner le prix Goncourt en France. Ils vont au Liban et souvent, c'est leur choix qui gagne. Vous voyez? Donc, même s'il y a 1% d'espoir, il faut construire. Il ne faut pas les décourager, vous êtes nuls, vous lisez n'importe quoi, c'est pas possible. Docteur Ebtahel Younes, vous êtes aussi l'épouse du défunt, l'écrivain, penseur et professeur Nasr Hamed Abou Zeid. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos du docteur Nasr Hamed Abou Zeid? Ça, c'est une question. Bon, vous avez toute la journée pour enregistrer, ce n'est pas possible. Enfin, je veux dire, sur quel point? Il y a le plan penseur, il y a le plan collègue, il y a le plan personnel, il y a beaucoup de plans. Abordons d'abord le penseur, l'avant-gardiste. Il n'est qu'un pas en avant dans toute une lignée qui a toujours existé dans notre civilisation et dans notre histoire, depuis le début de l'islam jusqu'à aujourd'hui. Il est le fils de l'imam Mohammed Abdou. Il est la continuation de Taha Hussein. Il est la continuation de Amin el-Khouri. Lui appartient à une lignée, à une école qui a toujours existé. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, non, il y a toujours eu dans notre histoire un courant rationaliste en ce qui concerne la religion. Et lui, c'est un pas en avant, c'est tout. Et concernant ces écrits, comment pouvez-vous les décrire? C'est des écrits spécialisés, scientifiques, académiques, basés sur une méthode scientifique, comme tout travail de recherche scientifique. Ce n'est pas... D'ailleurs, le grand public ne peut pas tout comprendre, c'est assez dur, il a une langue très académique.
Et seuls les spécialistes, peut-être, peuvent le lire. Lui, il voulait que tout le monde lise. Et ce qui me réjouit, c'est que beaucoup de jeunes maintenant lisent ces livres. Énormément, nous avons créé une institution qui porte son nom pour les études islamiques et nous avons des activités. Nous avons un colloque tous les 2 ans. Et chaque mois, on a un cercle de discussion et de lecture. Et c'est surtout les jeunes qui sont très intéressés parce qu'on dit que les jeunes ne lisent pas. Ils lisent ces livres qui sont assez durs. Justement, vous dites qu'ils sont difficiles. Et pourtant, ils sont intéressés. Et pourtant, ils lisent. Et pourtant, ils viennent discuter. Et ça donne espoir. Il y a comme une redécouverte de ces écrits à la lueur des derniers événements des 5 dernières années. Et ça me réjouit énormément parce que lui, il croyait beaucoup en la jeunesse. Redécouverte par qui? Par les jeunes. Par les jeunes. Ces écrits étaient considérés à un certain moment comme tabous, étaient même interdits, alors que maintenant, voilà que vous dites que les jeunes commencent à redécouvrir ces écrits et sont à la quête de ces écrits. Est-ce que ceci marque une ère nouvelle pour nous, pour la jeunesse égyptienne? Oui. Ce qui m'intéresse, c'est la jeunesse. Et ce qui l'intéressait, c'est la jeunesse. J'ai un jeune chercheur à l'institution qui était de l'autre bord et qui a dit dans un colloque qu'il a commencé à le lire en tant que l'ennemi. Vous voyez? Et puis petit à petit, il a découvert que c'est un travail très respectable. On peut ne pas être d'accord, hein, on peut discuter. Hein, personne n'est un grand savant à 100%. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est la jeunesse qui m'intéresse parce que c'est la jeunesse qui est l'avenir. Est-ce que cette vie conjugale vous a imposé une certaine lutte, un certain combat, une certaine bataille? Oui, mais pas sur le plan personnel. Vous voyez ce que je veux dire? Nous ne défendons pas une personne, nous défendons un courant pour sauver l'avenir de ce pays. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. C'est pour ça que je mets l'accent sur la jeunesse. Cette lutte vous a fatigué ou vous a donné plutôt de la force? Ça m'a donné de la force. Enfin, c'est fatigant, bien sûr, mais il ne faut jamais désespérer, parce que si nous luttons ou si nous militons, ce n'est pas pour avoir les fruits pour nous. C'est pour voir notre pays dans 50 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas être égoïste et dire oui, on veut le résultat tout de suite. Ce n'est pas possible. On construit un pays. Je ne peux m'empêcher de vous poser une question sur la femme égyptienne. D'après vous, où est-ce qu'on en est quant au statut de la femme égyptienne? Mais justement, j'ai plusieurs articles en arabe sur... souvent, j'écris ou le 8 mars ou le 16 mars, qui est le jour de la femme égyptienne. On est en retard. Ce n'est pas seulement qu'on soit en retard, c'est-à-dire que quand on a des droits, c'est toujours des droits manqués. Vous voyez? Ce qui est très facile pour revenir en arrière. Je me rappelle, il y a quelques années, ils ont fait un feuilleton à la télévision égyptienne sur Qasem Amin. Et quand j'ai regardé ce feuilleton, les mêmes questions qu'on posait à la fin du 19e, début 20e, on continue à les poser aujourd'hui. On n'a pas avancé. Donc la femme égyptienne était, une pionnière il y a un siècle, ou il y a 50 ans. Et surtout aussi, j'ai une amie, Dr. Houda Sadda et autres personnes qui ont quelque chose qui s'appelle la femme et la mémoire. Hein, parce que beaucoup de femmes égyptiennes et des Égyptiens en général ne connaissent pas l'histoire de la lutte des femmes. On s'arrête au nom de Houda Shara et ça s'arrête là. Or, il y a toute une lutte par des militantes, même qui ne sont pas connues, des ouvrières. Est-ce qu'il y a des noms que vous aimeriez citer pour les femmes militantes qui sont méconnues? Par exemple, quand on parle de la révolution de 1919, etc. On commence toujours par Houda Sha'rawi et on oublie que quelques jours avant, 2 femmes ont été tuées par l'armée anglaise. Shafi'a Mohammed et Hamida Khalil, qui ne sont pas dans l'histoire. Ce sont les 2 premières martyrs tombées sous les balles de l'armée anglaise et c'est à cause de leur
un martyr, Claude Sharawi est sorti. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, pourquoi on ne les cite pas? Parce qu'elles sont des ouvrières? Vous voyez ce que je veux dire? Ce sang qui a coulé, vous voyez ce que je veux dire? Heureusement qu'on commence à en parler, à faire des publications, vous voyez ce que je veux dire? Docteur Ebtahel Younis, vous êtes professeur de civilisation à l'Université du Caire, vous êtes écrivain aussi, vous avez vos écrits, vos livres, vos articles. Merci de nous avoir permis de nous plonger dans votre monde. Merci à vous de bien vouloir me recevoir.